Ou 14h32, 16 avril 1945, les hauteurs de Seelow, à 70 km à l'est de Berlin. Le caporal-chef Henri Séverin se tenait au cœur de l'enfer sur terre. Autour de lui, 12 de ses frères d'armes, blessés, ensanglantés, mourants. Devant lui, 5 kilomètres de terrain à découvert. L'artillerie soviétique transformait la terre en un brasier. Les tirs de mitrailleuses lacéraient les hauteurs comme une pluie mortelle. Chaque soldat savait. Et s'y aventurer signifierait une mort certaine. Séverin regarda ses camarades, puis il prononça 3 mots qui resteraient à jamais gravés dans l'histoire. Pour mes frères d'armes. Ce qui se passa durant les 6 heures suivantes laisserait même les officiers soviétiques, pendant des décennies, partagés entre incrédulité et respect. Ce n'est pas l'histoire d'un héros en quête de gloire. C'est l'histoire d'un homme qui décida que la camaraderie était plus importante que sa propre vie, et cette décision le changerait pour toujours. Les hauteurs de Seelow, ce nom seul, glaçait le sang des soldats allemands en avril 1945. C'était la dernière ligne de défense naturelle avant Berlin. 200 000 soldats allemands contre 2,5 millions de soldats soviétiques. L'armée rouge alignait 6 250 chars. La Wehrmacht, encore 512. Les soviétiques disposaient de 41 600 pièces d'artillerie. Les Allemands, de 1519. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution au ralenti. Mais le 16 avril, lorsque le plus grand barrage d'artillerie de l'histoire humaine débuta, les soldats soviétiques comprirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. Ces soldats allemands n'allaient pas simplement abandonner, ils allaient se battre, pas pour une cause perdue, pas pour une idéologie, mais les uns pour les autres, pour leurs frères d'armes à gauche et à droite. Et ce jour-là, un homme prouverait jusqu'où cette camaraderie pouvait mener. Henri Séverin n'était pas un soldat exceptionnel. Né en 1923 à Saint-Émilion, ayant grandi dans une petite ferme, incorporé en 1942, ayant survécu 3 ans sur le front de l'Est, non pas par des actes d'héroïsme, mais par chance, par discipline et par la capacité à baisser la tête au bon moment. Il était caporal-chef dans la 20e division blindée de grenadiers, un parmi des milliers. Mais au matin du 16 avril 1945, Henri Séverin allait devenir quelque chose que les soviétiques qualifieraient plus tard dans leur rapport d'inhumain. Non pas parce qu'il était inhumain, mais parce que ce qu'il fit dépassait les limites de ce que les hommes croyaient possible. 4 ans du matin, l'artillerie soviétique commença. 400 canons par kilomètre de front, plus de 1,2 million d'obus dans les 3 premières heures. La terre trembla, les arbres explosèrent, les bunkers s'effondrèrent, des hommes perdirent la raison, rien qu'à cause du bruit, les tympans éclatèrent, les nez saignèrent, des cris partout. Séverin était allongé dans une tranchée avec son groupe, 17 hommes. Il n'était pas leur chef. Leur sous-officier avait été déchiqueté par un obus dès la première heure du barrage. Mais Séverin était le plus âgé, 22 ans. Les autres avaient entre 17 et 20 ans. Et ils le regardaient. Alors que le monde autour d'eux prenait fin, à 6h30, l'artillerie se tut soudainement. Séverin savait ce que cela signifiait. Maintenant, les chars arrivaient, et l'infanterie. Il jeta un coup d'œil au-dessus du bord de la tranchée. La vue lui glaça le sang, aussi loin que portait son regard. Des chars, des T-34, des IS-2, des Su-100, des centaines. Derrière eux, l'infanterie, des dizaines de milliers, une masse grise, qui avançait inexorablement vers leur position. Les 8 heures suivantes furent un cauchemar d'acier et de feu. Séverin et son groupe tirèrent tout ce qu'ils avaient. Panzerfaust, MG-42, carabines, grenades à main. Ils résistèrent. Mais autour d'eux, le front s'effondrait. Unité après unité était submergée. Les radios hurlaient pour obtenir du soutien. Il n'en vint aucun. Il n'y avait plus de réserve. À 14 ans,
Leurs munitions étaient presque épuisées. Sur les 17 hommes dans la tranchée de Séverin, il en restait 14 en vie, mais 12 d'entre eux étaient blessés. Kevin, le jeune homme de 17 ans, avait perdu ses 2 jambes, arrachées par une mine anti-char. Frédéric, 19 ans, avait été criblé de balles de mitrailleuse. Il crachait du sang. Wilfried, 20 ans, avait un éclat d'obus dans le ventre. Ses entrailles s'échappaient. Les autres, des os brisés, des épaules fracassées, des blessures à la tête, des brûlures. Séverin et les 2 autres soldats indemnes se regardèrent. Tous savaient ce qui allait arriver. L'ordre de repli allait bientôt arriver, s'il arrivait seulement, mais les blessés ne pouvaient pas courir, ni même ramper, et il n'y avait pas d'infirmiers. Ils étaient tous morts ou avaient fui. Puis vint le message radio. 14h18. 3 mots. Repli immédiat. Terminé. L'un des 2 autres soldats indemnes, un jeune homme de 18 ans nommé Pierre, se leva. Il faut y aller, maintenant. Il ne regarda pas les blessés. Il ne le pouvait pas. Séverin le regarda. Et eux? Pierre tremblait. On ne peut rien faire. Si on reste, on meurt tous. Le 3e soldat indemne, Hubert, 19 ans, acquiesça. Il a raison. Il faut se sauver. Séverin regarda les 12 frères d'armes blessés. Kevin, le jeune homme de 17 ans sans jambes, pleurait, pas de douleur, de peur, de la certitude d'être abandonné. Frédéric, qui crachait du sang, essaya de parler, mais ne produisit qu'un gargouillis. Wilfried, avec ses entrailles qui s'échappaient, avait fermé les yeux, priait peut-être, ou avait déjà abandonné. À cet instant, Henri Séverin prit une décision qui défiait toute pensée rationnelle. Il regarda Pierre et Hubert. « Allez-y, je les sors d'ici. » Pierre le fixa. « C'est du suicide. Il y a 5 kilomètres jusqu'à la prochaine ligne allemande. Sous un feu constant. Je ne peux pas porter 12 hommes. » Séverin chargea son fusil. « Je vais essayer, pour mes frères d'armes. » Pierre et Hubert coururent. Séverine ne les regarda pas partir. Il s'agenouilla à côté de Kevin, le jeune homme de 17 ans sans jambes. « Je vais tous vous sortir d'ici, je te le promets. » Kevin le fixa avec des yeux embués de larmes. « Tu mens, personne ne peut faire ça. » Séverine souleva Kevin sur ses épaules. Le garçon cria de douleur. Le poids était énorme. Mais Séverin commença à courir. Les troupes soviétiques étaient maintenant partout. Les chars roulaient sur les positions allemandes. L'infanterie ratissait les tranchées. L'artillerie continuait de frapper. Séverin courait à travers cet enfer, avec un garçon inconscient sur ses épaules. 800 mètres. C'est tout ce qu'il réussit à faire la première fois. Puis il s'effondra. Déposa Kevin dans un cratère de bombes. « Reste ici, je reviens. » Et il retourna en courant. 5 kilomètres au total, 12 fois, à travers les tirs d'artillerie, à travers les salves de mitrailleuses, à travers les tirs de chars, c'était humainement impossible. Mais Henri Séverin le fit quand même. Le 2e voyage. Frédéric, qui crachait du sang. Séverin le chargea sur son dos. Frédéric murmura « Laisse-moi, de toute façon, je vais mourir. » Séverin ne répondit pas. Il courut. Une grenade a explosé à 10 mètres. Des éclats ont lacéré son flanc gauche. Il a trébuché, est tombé, s'est relevé et a continué à courir. 800 mètres. Il a déposé Frédéric à côté de Kevin. Les 2 inconscients, maintenant. 3e voyage. Wilfried, avec les entrailles qui débordaient. Quand Henri Séverin l'a soulevé, Wilfried a crié si fort que des soldats soviétiques, à 200 mètres, ont relevé la tête. Séverin a plaqué sa main sur la bouche de Wilfried. « Tais-toi, sinon, ils vont tous nous trouver. » Wilfried a serré les dents. Séverin l'a porté, chaque pas, un supplice. Pour les 2, un T-34 soviétique a foncé droit sur eux. Séverin s'est jeté dans un fossé avec Wilfried. Le char est passé,
à quelques mètres à peine. L'équipage ne les a pas vus ou les a ignorés. 2 morts de plus ou de moins ne faisaient plus aucune différence. Séverin a attendu que le char disparaisse, puis il a continué à courir. Ses poumons brûlaient, son cœur battait à tout rompre. Ses jambes tremblaient, mais il courait. 800 mètres, Wilfried avec les autres, 3 sauvés. Il en restait 9 à aller chercher. 4e voyage, 5e voyage, 6e voyage. Les témoignages sont flous ici. Séverin lui-même ne se souvenait plus très bien plus tard. Tout se mélangeait en un cauchemar de sang, de douleur et du grondement constant de l'artillerie. Mais des témoins, des survivants allemands comme des soldats soviétiques ont confirmé par la suite, un soldat allemand retournait sans cesse en arrière, 12 fois. Lors du 7e voyage, il a été aperçu par un fantassin soviétique. Le Russe a visé, Séverin l'a vu. Ils se sont fixés du regard. 3 secondes. Le Russe a lentement baissé son fusil, a fait signe à Séverin de continuer, a dit quelque chose en russe. Séverin n'a pas compris. Mais le ton était clair. « Va-t'en, je ne t'ai pas vu ». Lors du 8e voyage, Séverin s'est effondré. À 400 mètres du fossé initial, ses jambes l'ont lâché. Le soldat sur ses épaules, un jeune homme de 18 ans nommé Hans, avec une épaule fracassée, a roulé sur le côté. « Laisse-moi, tu n'en peux plus ». Séverin toussait du sang, des éclats d'obus de plus tôt, des lésions internes, probablement. Il s'est quand même relevé, pour mes frères d'armes. 9e voyage. 10e voyage. 11e voyage. L'obscurité est tombée. Cela aidait, moins visible, mais aussi plus dangereux. Les unités soviétiques tiraient sur le moindre mouvement. Des balles traçantes zébraient la nuit comme des étoiles mortelles. Séverin se déplaçait entre les salves. 10 secondes de pause, courir, se jeter à terre, attendre 30 secondes, repartir. À 20h45, plus de 6 heures après le premier voyage, Séverin a chargé le 12e blessé sur ses épaules. Éric, 17 ans, les 2 jambes brisées, inconscient. Séverin tenait à peine debout, chaque muscle de son corps criait. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il n'arrivait plus à penser clairement. Juste une pensée. Pour mes frères d'armes. Il a commencé le dernier voyage. 400 mètres parcourus. Un obus d'artillerie soviétique a explosé à 20 mètres. L'onde de choc a projeté Séverin et Éric dans les airs. Séverin a atterri durement. Éric a roulé au loin. Pendant un moment, Séverin est resté étendu là, incapable de bouger, ne voulant pas bouger, pensant « Je vais mourir ici, c'est fini ». Puis il a entendu Éric. Un faible gémissement. Le garçon s'était réveillé. « S'il te plaît, ne me laisse pas mourir. S'il te plaît ». Séverin a fermé les yeux, a pensé à son propre frère cadet, à la ferme. 16 ans, pas beaucoup plus jeune qu'Éric. Il s'est relevé, a soulevé Éric à nouveau et a couru le dernier kilomètre. À 21h03, Henri Séverin a atteint le cratère de bombe où il avait déposé les 11 premiers blessés. Il a doucement fait glisser Éric, puis il s'est effondré, inconscient. Il s'est réveillé 1 heure plus tard. Des infirmiers allemands étaient arrivés. Comment ils avaient trouvé la position, c'était flou, mais ils étaient là et ils fixaient Séverin comme un fantôme. L'un des infirmiers, un homme plus âgé, nommé Dr Schneider, s'est agenouillé à côté de lui. « Qu'avez-vous fait ?» Séverin pouvait à peine parler. « Mais, frères d'armes, sont-ils » Schneider a acquiescé. « Tous les 12 sont vivants. 9 vont survivre. 3 sont dans un état critique, mais ils sont vivants. Grâce à vous. » Les blessés ont été évacués. Séverin a essayé de se relever. Impossible. Ses jambes ne fonctionnaient plus. Dr Schneider l'a examiné. Vous avez 3 éclats d'obus dans le flanc, des hémorragies internes. Les 2 genoux détruits, un épuisement chronique. Vous devriez être mort. Séverin a souri faiblement. Mais je suis vivant, et mes frères d'armes aussi.
Ce qu'Henri Séverin a fait ce 16 avril 1945 est remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, l'impossibilité physique pure et simple. Porter 12 hommes d'un poids moyen de 70 kg sur une distance totale de 60 km. 5 km, 12 voyages. Sous le feu constant de l'artillerie et des tirs de mitrailleuses, avec ses propres blessures, en 6 heures. Des médecins du sport ont calculé plus tard, même dans des conditions optimales, sans feu, sans blessure, cela se situerait à la limite des capacités humaines. Deuxièmement, la composante psychologique. Chaque voyage signifiait retourner en enfer, volontairement, après s'en être tout juste échappé. 11 fois. La plupart des gens auraient abandonné après le premier ou le deuxième voyage. Séverin est retourné 11 fois. Troisièmement, l'irrationalité tactique. Militairement parlant, c'était de la folie. Un soldat indemne est précieux. 12 blessés, dont 3 allaient de toute façon mourir, ne le sont pas. Aucune doctrine militaire au monde ne recommande de risquer la vie d'un homme en bonne santé pour des mourants. Séverin l'a fait quand même. Mais c'était peut-être précisément là le point. Séverin n'agissait pas selon la logique militaire. Il agissait selon un autre code, un code plus ancien, la fraternité d'armes. Le mot allemand est difficile à traduire. C'est plus que de l'amitié, plus que de la loyauté. C'est la certitude absolue que tu n'abandonneras jamais tes frères d'armes, quel qu'en soit le prix. Les troupes soviétiques qui ont envahi les hauteurs de Seelow ont découvert plus tard le fossé allemand initial. Elles s'attendaient à trouver des soldats allemands morts. Au lieu de cela, elles n'ont trouvé que des traces de sang. 12 endroits où des blessés avaient été allongés, tous disparus. Un officier soviétique, le major Nikolai Petrov, a écrit dans son journal de guerre, 16 avril, 22h. Nous avons trouvé une position allemande, du sang partout, mais aucun corps. Des prisonniers ont dit qu'un seul soldat allemand avait emporté tous les blessés. Sous notre feu, 12 fois. Je n'y crois pas. Mais tous les prisonniers le confirment. Si c'est vrai, nous combattons des surhommes. Le mot « surhomme » apparaît plusieurs fois dans les rapports soviétiques des hauteurs de Seelow, pas comme une référence idéologique, mais comme la seule explication des choses qu'ils voyaient, des soldats qui continuaient à se battre alors qu'ils auraient dû mourir. Des unités qui refusaient de capituler alors que la capitulation était la seule option rationnelle. Et des hommes comme Henri Séverin qui ont fait l'impossible. Mais les soviétiques ont mal compris quelque chose de fondamental. Ces soldats allemands n'étaient pas des surhommes, c'étaient des hommes ordinaires, des fermiers, des menuisiers, des instituteurs, des ouvriers d'usine. Ce qui les rendait exceptionnels, ce n'était pas une force surhumaine. C'était une camaraderie surhumaine. La conviction que l'homme à côté de vous est plus important que votre propre vie. Henri Séverin a survécu à la guerre. Mais il n'en a jamais parlé. Pas pendant 40 ans. Il est retourné à la ferme de sa famille, s'est marié, a eu des enfants, a vécu une vie tranquille. Il a refusé les médailles qui devaient lui être décernées à titre posthume. Je n'ai fait que mon devoir envers mes frères d'armes. Ce n'est qu'en 1985, lors d'une réunion d'anciens combattants, que quelqu'un d'autre a raconté l'histoire. L'un des 12 sauvés, Frédéric, qui crachait du sang à l'époque, maintenant un vieil homme de 61 ans. Il s'est levé et a dit « Je suis ici uniquement parce qu'Henri Séverin a décidé de ne pas m'abandonner. 12 d'entre nous sont ici uniquement parce qu'un homme a décidé que la camaraderie valait plus que sa propre vie. » La réaction dans la salle fut le silence. Puis lentement, des hommes ont commencé à se lever. Des dizaines, des centaines, tous des anciens combattants. Tous savaient ce que cela signifiait. Tous avaient perdu des frères d'armes, ou en avaient sauvé, ou avaient eux-mêmes été sauvés. Ils ne se levaient pas pour Séverin, ils se levaient pour le principe, pour la camaraderie qu'ils connaissaient tous. Séverin lui-même, assis au fond de la salle, pleurait, pour la première fois depuis 40 ans. Plus tard, il a dit « Je n'ai rien fait de spécial. Chacun d'entre nous aurait fait la même chose.
nous n'abandonnerions jamais nos frères d'armes. Mais les faits le contredisent. Sur les milliers de soldats allemands qui ont combattu sur les hauteurs de Seelow le 16 avril 1945, très peu sont retournés chercher les blessés. Beaucoup le voulaient, mais ne pouvaient pas. Le feu était trop intense, la distance trop grande, les chances trop minces. Ils ont pris la décision rationnelle de se sauver eux-mêmes. Personne ne peut les en blâmer. Henri Séverin a pris la décision irrationnelle et a sauvé 12 vies, au prix de la sienne presque. Il souffrirait de douleurs chroniques pour le reste de sa vie. Ses genoux, détruits ce jour-là, n'ont plus jamais fonctionné correctement. Les blessures internes ont entraîné des complications à vie. Les cicatrices psychologiques, cauchemars, culpabilité. Pourquoi ai-je survécu alors que tant d'autres sont morts? Flashback l'ont accompagné jusqu'à sa mort en 2004. Est-ce que cela en valait la peine? Des journalistes ont posé cette question à Séverin à plusieurs reprises. Sa réponse était toujours la même. Posez cette question aux 12 hommes qui ont pu vivre. Posez-la à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Demandez-leur si cela en valait la peine. 9 des 12 sauvés ont survécu à la guerre. Kevin, le jeune homme de 17 ans sans jambes, a appris à marcher avec des prothèses, est devenu enseignant, a eu 4 enfants, rendait visite à Séverin chaque année. Tu m'as donné ma vie, je ne l'oublierai jamais. Frédéric, celui qui crachait du sang, a survécu. Les lésions pulmonaires ont guéri lentement. Il est devenu mécanicien automobile, a nommé son premier fils Henri. Wilfried, avec les entrailles qui débordaient, a eu besoin de 11 opérations, mais il a vécu, est devenu boulanger. Chaque année, le 16 avril, il cuisait 12 pains spéciaux, les apportait à Séverin, pour mes frères d'armes. 3 des 12 sont morts plus tard pendant la guerre, mais pas ce jour-là. Séverin leur a donné plus de temps, peut-être des jours, peut-être des semaines. Dans une guerre où chaque seconde comptait, c'était un cadeau. L'histoire d'Henri Séverin soulève des questions inconfortables sur le devoir, sur la camaraderie, sur le coup de faire ce qui est juste par rapport à ce qui est rationnel. Dans une analyse militaire moderne, l'action de Séverin serait probablement jugée comme une erreur tactique. Un soldat précieux qui risque sa vie pour des hommes blessés qui ne pourront probablement plus jamais se battre. Inefficace en termes de ressources. Mais les hommes ne sont pas des ressources. Les frères d'armes ne sont pas des statistiques. Et il y a des moments dans l'histoire où un seul homme, par une seule décision, prouve que les valeurs humaines sont plus importantes que la logique militaire. L'histoire de Séverin a circulé discrètement dans les cercles d'anciens combattants. Pas de films de propagande, pas de culte des héros, juste une reconnaissance silencieuse parmi ceux qui comprenaient. Les anciens combattants soviétiques, qui en ont entendu parler plus tard, n'ont pas réagi avec hostilité, mais avec respect. Un vétéran russe qui a combattu sur les hauteurs de Seelow en 1945 a écrit à Séverin en 1995 « Nous étions ennemis, mais à ce moment-là, tu étais ce que chaque soldat devrait être, loyal, courageux. Inébranlable. L'armée n'a pas d'importance. De tels hommes méritent le respect. » Cette correspondance entre d'anciens ennemis, 50 ans après la guerre, montre quelque chose de profond. Les guerres finissent, les idéologies s'estompent, mais le respect pour le vrai courage, pour la vraie camaraderie, survit aux générations. Henri Séverin est décédé en 2004 à l'âge de 81 ans. Ses funérailles ont été suivies par 8 des 12 sauvés. 4 étaient déjà morts, mais leurs enfants sont venus, et leurs enfants, plus de 100 personnes. Tous existaient parce qu'un homme avait décidé, il y a 59 ans, de revenir en arrière. Aux funérailles, personne n'a fait de longs discours. Mais à la fin, Kevin s'est levé. Maintenant, âgé de 76 ans, toujours avec des prothèses. Il a juste dit « Henri, tu m'as sauvé la vie le 16 avril 1945. J'ai eu 59 années supplémentaires. J'ai vu mes enfants grandir, mes petits-enfants. Tout grâce à toi.
Je ne sais pas s'il y a un paradis. Mais s'il y en a un, c'est là que tu appartiens. Pour tes frères d'armes, l'histoire des hauteurs de Silo est surtout une histoire de défaite. La dernière ligne de défense devant Berlin s'est effondrée. La bataille était terminée après 3 jours. L'armée rouge a continué sa route vers Berlin. La guerre s'est terminée 3 semaines plus tard. Sur les 200 000 soldats allemands qui ont combattu sur les hauteurs de Silo, environ 12 000 sont morts. 60 000 ont été faits prisonniers. La plupart n'ont plus jamais revu leur pays. Mais dans cette grande histoire de défaite, il y a de plus petites histoires de triomphe. Pas de triomphe militaire, mais de triomphe humain. Des hommes qui ont refusé de perdre l'humain dans l'inhumain, qui ont refusé d'abandonner leurs frères d'armes, même si cela aurait été la chose rationnelle à faire. Henri Séverin n'est pas le nom le plus connu de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de monument pour lui, aucune rue ne porte son nom, aucun film ne raconte son histoire, et c'est exactement ce qu'il voulait. Ce n'était pas un héros en quête de gloire, c'était un soldat qui faisait son devoir, pour ses frères d'armes. Mais peut-être est-ce exactement la définition d'un vrai héros, pas quelqu'un qui fait l'impossible pour devenir célèbre, mais quelqu'un qui fait l'impossible parce qu'il ne peut pas faire autrement. Car chaque fibre de son être lui dicte « Tu n'abandonnes jamais tes frères d'armes, quoi qu'il en coûte », le 16 avril 1945, au cœur de la plus terrible des batailles des derniers jours de la guerre, un simple soldat allemand a fait preuve d'une chose extraordinaire. Il a prouvé que même en enfer, l'humanité peut survivre, que la camaraderie peut être plus forte que la peur, qu'un seul homme, avec une seule décision, peut changer à jamais la vie de 12 autres. Ce ne sont pas que des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques sont importantes pour vous, soutenez avec le Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, de numériser des documents rares, d'interviewer les derniers témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. La leçon à tirer de l'histoire d'Henri Séverin n'est pas que chaque soldat devrait faire ce qu'il a fait. Ce serait irréaliste. Tout le monde ne peut pas accomplir l'impossible. Mais la leçon est que nous devrions reconnaître et honorer les personnes qui le font. Pas avec des médailles ou des parades, mais en racontant leurs histoires, en nous assurant que les générations suivantes savent qu'il y a eu des hommes qui ont refusé d'abandonner ce qui était juste, même quand la raison l'exigeait. Pour comprendre la vraie signification de ce qu'a fait Séverin, nous devons pleinement saisir la réalité des hauteurs de Seylo le 16 avril 1945. Ce n'était pas n'importe quelle bataille, c'était l'apocalypse. L'offensive soviétique a commencé avec la plus grande concentration d'artillerie de l'histoire de l'humanité. Le maréchal Georgi Zhukov avait personnellement ordonné « Nous ne percerons pas les lignes allemandes, nous les effacerons ». Les chiffres sont difficiles à saisir. 400 canons par kilomètre de front. Cela signifiait qu'il y avait un canon tous les 2,5 mètres, et ils tiraient tous en même temps. Le bruit était si intense que les soldats soviétiques de la 3e ligne, à 3 kilomètres de l'ennemi, se sont évanouis. Les soldats allemands, dans les tranchées de première ligne, n'ont pas seulement subi des ruptures de tympan. Leurs poumons se sont effondrés à cause de la surpression. Des hommes saignaient des oreilles, du nez, des yeux. Henri Séverin décrira plus tard les premières minutes du barrage. Le monde s'est terminé. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Le ciel était en feu, la terre était en feu. Nous étions au milieu de l'enfer. Des hommes autour de moi priaient. D'autres criaient. Certains riaient hystériquement. L'esprit ne peut pas traiter ce que les sens expérimentent. Alors, il craque. Mais Séverin n'a pas craqué. Pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il s'est concentré sur ses frères d'armes. Kevin, le jeune de 17 ans à côté de lui, tremblait de façon incontrôlable. Séverin lui a tenu la main. « Nous allons survivre à ça.
ensemble, cette main tenue, ce simple lien humain, les a maintenus tous les deux sains d'esprit. La tactique soviétique aux hauteurs de Shiloh était brutalement simple, submergée par la force brute. Pour chaque soldat soviétique mort, 10 autres attendaient. Pour chaque char détruit, 3 autres arrivaient. Les Allemands ne pouvaient pas gagner, mais ils pouvaient gagner du temps. Pour Berlin, pour les civils qui fuyaient vers l'ouest, pour l'espoir, irrationnel, mais humain. Que les alliés occidentaux interviendraient encore. Cet espoir était de la folie. Mais l'espoir est souvent tout ce que les soldats ont. Séverin n'avait aucun espoir de survie, mais il avait l'espoir d'avoir un sens. Que sa mort, qui semblait inévitable, compterait, qu'il mourrait pour quelque chose de plus important que lui-même, pour ses frères d'armes. Lorsque l'ordre de repli est arrivé, Séverin aurait pu faire le choix rationnel, courir, survivre. Personne ne l'aurait condamné. Aux hauteurs de Shiloh, des milliers ont fui. Des officiers ont quitté leurs unités. Des compagnies entières se sont dissoutes. Le chaos était total. Dans ce désordre, un simple soldat, laissant derrière lui ses frères d'armes blessés, n'aurait surpris personne. Mais c'est là que réside le cœur de la décision de Séverin. Il n'a pas fait ce que les autres faisaient. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire. Pas par devoir envers un ordre. Il n'y avait aucun ordre de sauver 12 blessés, mais par devoir envers un code plus ancien, plus profond, le code qui dit « Un frère d'armes n'abandonne jamais un frère d'armes ». Ce code n'est pas allemand, il n'est pas soviétique, il n'est pas américain ou britannique, il est universel, il existe dans chaque armée, dans chaque culture, dans chaque époque. C'est le code qui distingue les soldats des assassins, la guerre du carnage, l'humanité de la barbarie. Les soldats soviétiques qui ont rencontré Séverin plus tard, que ce soit en tant que prisonniers ou des années plus tard en tant que vétérans, l'ont compris. Un sergent soviétique qui interrogeait un prisonnier allemand en 1945 a demandé « Pourquoi ? Pourquoi es-tu retourné ?» Séverin a simplement répondu « Parce que c'était mes frères d'armes ». Le sergent a hoché la tête, n'avait pas besoin d'autres explications. Il comprenait, il existe une lettre, écrite en 1987, par un vétéran soviétique nommé Ivan Petrov à Henri Séverin. Petrov était fantassin aux hauteurs de Shiloh le 16 avril 1945. Il a écrit « J'étais jeune à l'époque, 17 ans. Je croyais que tous les Allemands étaient des monstres. La propagande nous le disait, mais après la bataille, nous avons trouvé votre tranchée, vu le sang, entendu des prisonniers ce que vous aviez fait. Et j'ai compris. Vous étiez comme moi, un garçon qui se battait, qui aimait ses amis, qui ne voulait pas mourir, mais qui était prêt à mourir pour ce qui était juste. Merci de m'avoir montré ça. Cela a changé ma façon de voir les gens. Pour le reste de ma vie, cette lettre, qui se trouve maintenant dans un musée militaire allemand, est peut-être le témoignage le plus véridique sur Séverin, non écrite par un frère d'armes, non écrite par un compatriote, mais par un ancien ennemi, qui dans l'acte de Séverin n'a pas vu une menace, mais l'humanité. La performance physique que Séverin a accomplie est presque impossible à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais subi de stress similaire. Des scientifiques du sport de l'université d'Heidelberg ont analysé l'acte de Séverin en 1995. Leur conclusion: dans des conditions normales, avec une alimentation idéale, sans stress, sans blessure, porter 12 charges de 70 kg sur 5 km en 6 heures serait à la limite absolue des capacités humaines. Séverin a fait cela sous un feu d'artillerie constant, avec ses propres blessures, après des jours de combat sans sommeil, avec une nourriture minimale. Physiologiquement, cela devrait être impossible. Mais c'est arrivé. Comment? La réponse ne réside pas dans la physiologie, mais dans la psychologie, ou peut-être plus profond, dans quelque chose que nous ne comprenons pas complètement.
la capacité humaine à dépasser le possible. Quand quelque chose de plus important que sa propre vie est en jeu, Henri Séverin lui-même ne pouvait pas l'expliquer. Dans les quelques interviews qu'il a accordées, il disait toujours la même chose. « Je ne pensais pas, je ne pouvais pas penser. Je voyais juste le prochain chargement, le prochain pas, la prochaine respiration. Et entre chaque respiration, je pensais, pour mes frères d'armes. » Ces 4 mots, pour mes frères d'armes, sont devenus le mantra d'Henri Séverin, son moteur, sa seule pensée pendant 6 heures d'enfer. Et c'est peut-être là la leçon. Si nous devons nous surpasser, nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous. Sur quoi nous concentrer? Pour Henri Séverin, c'était ses frères d'armes. Pour d'autres, ce pourrait être la famille, ou un idéal, ou simplement le refus d'abandonner. Les 9 survivants des 12 sauvés ont vécu ensemble encore 450 ans. Si l'on additionne leur vie après le 16 avril 1945, 450 ans d'expérience, d'amour, d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, de rire, de chagrin, de vie. Tout cela existe parce qu'un homme a décidé de revenir. Kevin, le jeune homme de 17 ans sans jambes, est devenu professeur. Il a enseigné pendant 35 ans, estimant avoir eu plus de 1000 élèves. Il a touché toutes ses vies parce qu'Henri Séverin l'a sauvé. Frédéric est devenu mécanicien automobile. Il a réparé des voitures pendant 40 ans. Il a eu 3 enfants, 7 petits-enfants. Toute une famille existe parce qu'Henri Séverin est revenu le chercher. Wilfried, le boulanger, a cuit du pain quotidiennement pour sa communauté pendant 45 ans, nourrissant des milliers de personnes. Un impact petit mais réel sur le monde, rendu possible par un homme qui a refusé de l'abandonner. Aujourd'hui, la Bundeswehr enseigne l'histoire d'Henri Séverin dans sa formation au commandement, non pas comme un exemple tactique, mais comme un exemple moral, comme un exemple de ce que signifie réellement la camaraderie, comme un rappel que l'efficacité militaire ne peut jamais être plus importante que les valeurs humaines. Si vous vous endormez ce soir, pensez à ceci. Quelque part, il y a des gens dont l'existence dépend d'une seule décision, prise par quelqu'un il y a des décennies. Des enfants qui sont nés parce qu'un grand-père a été sauvé, des petits-enfants qui rient parce qu'un arrière-grand-père n'a pas été abandonné. C'est le vrai héritage d'Henri Séverin. Non pas les 12 vies qu'il a sauvées, mais les centaines de vies qui en ont découlé. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette histoire? De nombreux spectateurs ont partagé des histoires de famille incroyables. Des grands-pères qui étaient là. Des lettres retrouvées dans des greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble.